Derrière cet empire du luxe se cachent des vérités troublantes. Coco Chanel a-t-elle vraiment été une espionne au service des nazis? Vous connaissez certainement Madame Chanel pour son style révolutionnaire, ses parfums mythiques. Mais qu'en est-il pour la face sombre de son histoire? Derrière l'élégance éternelle, il y a l'abandon, la misère, une collaboration controversée avec la Gestapo et des secrets bien gardés. Comment Gabrielle Chanel, l'orpheline devenue icône mondiale, a-t-elle pu traverser tout cela sans tout perdre? Enfance perturbée et miséreuse, Gabrielle Chanel voit le jour un 19 août 1883, dans un monde où le luxe n'est qu'un mirage lointain. Elle est la fille d'un colporteur qui vend des vêtements de village en village et d'une mère épuisée par le poids du linge qu'elle blanchit pour survivre. L'enfance de Gabrielle est faite de privations et de rêves interdits qu'elle n'ose à peine formuler. À 12 ans, une fièvre carabinée lui arrache ce qu'elle a de plus cher, sa mère. Son père, incapable de s'occuper d'elle et de ses frères et sœurs, prend la fuite, sans même un dernier regard. Il ne laisse derrière lui que des souvenirs flous et une absence qui ne sera jamais comblée. Gabrielle est alors envoyée dans un orphelinat tenu par des religieuses. Là-bas, tout y est règles, retenue, silence, rigueur. Son père ne viendra jamais la voir. Loin de tout, elle y découvre le fil et l'aiguille. Le tissu deviendra son échappatoire. À 18 ans, elle quitte l'orphelinat pour s'inscrire dans une école de couture. Mais avant de continuer le tumultueux voyage en compagnie de Coco Chanel, pensez à vous abonner à la chaîne Architecte du Succès et à liker la vidéo. Cela nous aide grandement à vous proposer un contenu toujours plus riche. L'ascension. La nuit tombe sur Moulins. Dans l'ombre tamisée d'un petit cabaret, une silhouette se détache sous la lueur vacillante des bougies. Gabrielle Chanel, droite, fière, entonne une mélodie légère. Qui a vu Coco? Le public sourit, reprend en chœur. Couturière le matin, chanteuse le soir, elle cherche un chemin, une échappatoire à son passé d'orpheline. Et c'est dans cette lumière tamisée qu'un premier destin croise le sien. Étienne Balsan, grand aristocrate, héritier fortuné, homme de plaisir. Chanel, loin d'être une plante verte ou une servante, est une observatrice attentive. Et surtout, elle refuse d'être enfermée. Les robes qu'on lui offre sont somptueuses, mais elle l'étouffe. Elle dira « Les femmes sont prisonnières de leur corset ». Un soir, lors d'un événement mondain, elle apparaît vêtue d'un costume masculin, d'une cravate nouée, d'un chapeau sobre mais élégant. Les regards choqués se posent sur elle. Elle ne porte pas une robe, et pourtant, elle est la plus remarquée. À contre-courant des corsets de l'époque, elle impose un style, un regard nouveau sur la mode féminine. Balsan sourit, amusé par son audace, et lui offre un petit espace dans son château pour qu'elle s'amuse avec ses créations. Elle devient alors sa protégée, sa muse, sa maîtresse. Elle commence à créer des chapeaux sobres, élégants, loin des exubérances inutiles de l'époque. Création de la marque Chanel. Paris, 1910. Dans une petite boutique du 21 rue Cambon, à 2 pas de la place Vendôme, Coco Chanel s'apprête à bousculer les codes établis. C'est Arthur Boy Capel, son amant et mécène, qui lui offre l'opportunité d'ouvrir cette boutique. Lui voit en elle un esprit libre, une créatrice avant-gardiste. Elle voit en lui une porte ouverte vers l'indépendance. Des chapeaux aux lignes pures, sans fioritures inutiles, des créations pensées pour sublimer, non pour contraindre. Le luxe doit être confortable, sinon ce n'est pas du luxe, dit-elle. Très vite, les actrices parisiennes les adoptent, les femmes du monde en parlent. Capel reste à ses côtés, il est son soutien, son grand amour, mais il ne l'épousera jamais, car pour son monde d'héritier, Gabrielle Chanel, malgré tout son génie, reste une femme venue de nulle part. Première guerre mondiale. 1914, les rues de Paris résonnent d'un bruit sourd, celui des bottes qui partent au front. La guerre éclate, les hommes s'en vont, les femmes restent. Elles prennent alors la place qu'on leur refusait hier, dans les usines, pour l'effort de guerre. Et avec ce changement vient une évidence. Les robes étriquées qui entravent le pas, les corsets étouffants, les dentelles superficielles, tout cela devient de plus en plus un poids. Coco Chanel comprend avant tout le monde que la mode doit s'adapter à cela. Elle crée alors des vêtements simples, pratiques et surtout confortables. Des robes en jersey, fluides, élégantes, mais pensées pour la vie réelle. Une hérésie pour l'époque, car jusqu'alors le jersey était réservé aux vêtements masculins. Mais sous les doigts Dexter de Coco, il devient une matière noble, sensuelle, libératrice. Les critiques s'indignent, mais les clientes affluent. Coco Chanel dira « Je veux que les femmes puissent rire et respirer ».
création de Chanel numéro 5 et succès international. 1921. Les années folles battent leur plein. Et dans l'élan de cette modernité, Coco Chanel s'apprête à révolutionner non seulement la mode, mais aussi le parfum. Jusqu'ici, les fragrances féminines sont univoques, timides, des senteurs florales, des notes douces, des effluves attendues. Mais Chanel se dit « Je veux un parfum qui soit une empreinte, une identité ». Elle s'associe à un parfumeur de talent, Ernest Beau. Et ensemble, ils créent une essence inédite, un mélange sophistiqué de plus de 80 notes. Pour la première fois, un parfum ne se contente pas d'une seule senteur. Elle lui attribue un nom simple, Chanel numéro 5. Pourquoi ? Parce que c'est l'échantillon numéro 5 de la série proposée par Beau. Parce que c'est son chiffre porte-bonheur. Parce qu'elle sait qu'un nom épuré, à son image, marquera les esprits. Chanel numéro 5 devient une icône, portée par les femmes les plus élégantes. Il traverse les océans et devient un symbole de raffinement absolu. Marilyn Monroe elle-même scelle sa légende en déclarant « Je ne porte que quelques gouttes de Chanel numéro 5 pour dormir ». Mais pour assurer la production et la distribution du parfum, Chanel s'associe à Pierre Wertheimer, un homme d'affaires avisé, trop avisé. Dans le contrat qu'elle signe, elle ne conserve que 10% des bénéfices, une erreur qu'elle regrettera toute sa vie. Elle considère le père Weimer comme un voleur, comme une sangsue qui s'enrichit sur son génie. Mais malgré cela, année après année, le Chanel numéro 5 s'impose comme le parfum le plus vendu au monde. Collaboration lors de la Deuxième Guerre mondiale. 1940, l'occupation allemande s'installe, implacable. Les boutiques ferment, les ateliers se vident et les Parisiens survivent comme ils le peuvent. Coco Chanel prend une décision radicale. Elle ferme ses magasins, mettant des milliers d'employés au chômage. Mais elle ne fuit pas et trouve refuge à l'hôtel Ritz, un palace devenu quartier général des officiers nazis. Elle se rapproche d'un homme en particulier, Hans-Günther von Dinklage, officier de la Gestapo, espion allemand. Derrière cette romance trouble, il y a plus qu'une simple idylle. Des archives déclassifiées révéleront bien plus tard que Chanel était enregistrée sous le nom de code Westminster en tant qu'agent nazi. Des documents officiels montrent qu'elle aurait été envoyée en Espagne pour négocier une paix entre l'Allemagne et les Alliés, profitant de ses relations avec Winston Churchill lui-même. Était-elle une véritable espionne convaincue, ou jouait-elle simplement une carte pour protéger sa survie ? Mais ce qui ne fait aucun doute, c'est qu'elle tente d'exploiter les lois antisémites instaurées par le régime nazi. Son objectif ? Se débarrasser de son associé de confession juive, Pierre Wertheimer. Mais notre bon Pierre, avant de quitter la France, transfère temporairement ses parts à un ami chrétien. Chanel échoue donc. Quand la guerre prend fin en 1945, les collaborateurs sont jugés, tondus, parfois même exécutés sur place publique. Chanel est arrêtée. Son passé nazi refait surface. Mais étonnamment, elle ne restera que quelques heures en détention avant d'être relâchée. Pourquoi ? Un manque de preuves ? Une protection en coulisses ? Beaucoup suspectent l'intervention discrète de Winston Churchill. Chanel en savait peut-être un peu trop. Ses relations avec l'élite britannique, ses secrets bien gardés, il valait peut-être mieux l'effacer des dossiers que de risquer un scandale d'État. Après-guerre et exil en Suisse. 1945. Son nom, autrefois synonyme d'élégance, est désormais associé à la trahison. Trop de rumeurs, trop de vérités enfouies qui commencent à refaire surface. Les Français la rejettent. Alors, elle fuit, direction la Suisse, un exil discret, presque clandestin. L'empire Chanel lui a échappé. Elle tente encore et encore de récupérer les parts de son associé Pierre Wertheimer, qu'elle méprise, cet homme qui, pourtant, a sauvé la maison Chanel des griffes nazies. Mais une fois encore, elle échoue face à ce fin stratège. Pendant ce temps, un autre nom émerge, Christian Dior. Ses silhouettes exagérées, ses robes corsetées, son obsession pour une féminité codifiée. Chanel observe tout cela avec un dédain évident. Il habille les femmes comme des fauteuils, se moque-t-elle. Pour elle, c'est un retour en arrière. Mais pendant qu'elle critique, le monde avance sans elle. Chanel ne supporte pas d'être oubliée. « Un jour, je reviendrai !» s'exclame-t-elle. Retour et renaissance. 1954. À 71 ans, après 10 ans d'exil en Suisse, elle décide que l'heure est venue de rentrer dans la capitale française. Paris, qu'elle avait jadis conquis, l'a aujourd'hui rejeté. La mode l'a oubliée. Mais pour elle,
Dior a régné trop longtemps. Il est temps de reprendre sa place. Alors, elle rouvre sa maison de couture. Mais les critiques pleuvent. Les journalistes parisiens la dénigrent. Pour eux, Chanel est une relique d'un autre temps. Son premier défilé est un échec cuisant. Les silhouettes fluides, les coupes sobres, trop simples, trop classiques, trop Chanel quoi. Mais l'Amérique, elle, est prête à la redécouvrir. Là-bas, les femmes modernes ne veulent plus être enfermées dans des robes rigides. Elles veulent bouger, elles veulent vivre, elles veulent Chanel. Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, Hollywood tout entier s'empare de ses créations. Son tailleur en tweed devient un emblème, le sac matelassé à chaînes dorées, un incontournable. Et ironie du sort, c'est Pierre Wertheimer, l'homme qu'elle a longtemps combattu, qui lui donne les moyens de ce retour triomphal. Malgré leurs années de rancune, il sait que Coco Chanel, même à 71 ans, reste une valeur sûre. Mort et héritage. 10 janvier 1971. Dans sa suite du Ritz, là où elle a vécu tant de triomphes et de secrets, Coco Chanel s'éteint à l'âge de 87 ans. Seule, comme elle l'a toujours été, une vie marquée par l'audace, les scandales, la guerre et la gloire. La maison Chanel aurait pu disparaître avec elle, mais c'est un autre créateur, Karl Lagerfeld, qui, des années plus tard, reprendra le flambeau. Il ne se contentera pas d'entretenir la légende, il la réinventera, la poussera plus loin, en la propulsant au sommet du luxe contemporain. Aujourd'hui, Chanel vaut plus de 30 milliards de dollars. Une fortune bâtie sur une idée simple, mais révolutionnaire. L'élégance n'est pas dans l'excès, elle est dans l'essence. Mais si Coco Chanel a bouleversé la mode, elle a aussi laissé derrière elle un héritage contrasté, fait de lumière et d'ombre, de génie et de compromission. Mais au final, ce n'est pas son passé qui demeure, c'est son nom. Inscrit dans chaque fil, chaque parfum, chaque silhouette qui, plus de 50 ans après sa mort, continue d'incarner l'intemporel. Chanel n'était pas une femme comme les autres, elle était Chanel. Et ça, personne ne l'a jamais oublié. Son héritage est immense. Elle a habillé les femmes, mais surtout, elle les a libérées. La mode évolue, mais le style reste.